Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Smart Immo spécial Anacofi depuis le pavillon d'Armenonville. Au sommaire de cette édition, on aura dans un instant le président de l'Anacofi Immo qui va vous nous dire qu'en immobilier, le bon sens est de retour. On s'intéressera également au dispositif Jeanbrun, tient-il la cote face notamment au LMNP. Et enfin, on s'intéresse au parc d'activités. Tout savoir sur ce sujet et comment y investir, c'est tout de suite dans Smart Immo. Dans Smart Immo spécial Anacofi, on est ravi tout simplement d'accueillir le président de l'Anacofi Immo, Yann Gagné. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci de nous accueillir sur cette magnifique scène. Avec vous, on va parler bien sûr de ce qui se passe du côté de l'immobilier où vous prenez le retour du bon sens. À quoi ça correspond ? Le bon sens, c'est simplement se rappeler que l'immobilier est un produit de long terme, un produit qui a besoin avant tout de stabilité. Et que la recherche d'un investissement en immobilier, c'est avant tout des règles simples en matière de qualité de l'actif, Oui. qualité du produit immobilier en tant que tel, le prix qui soit cohérent, un financement qui soit adapté et bien entendu une fiscalité qui permette d'avoir là aussi une visibilité sur le temps de cet investissement. Oui, alors on va reprendre point par point. Qualité de l'actif, c'est vrai que longtemps on a pu construire des choses pas forcément très élégantes, pas toujours très appropriées, pas toujours au bon endroit aussi. Voilà, Et on a l'impression que depuis quand même la crise sanitaire, on a cherché des extérieurs, on a cherché une compacité un petit peu différente. La promotion quand même s'est adaptée. Alors la promotion a dû s'adapter effectivement à ces exigences là aussi de bon sens, on y revient, mais également par rapport à des conditions de vie pour limiter les déplacements, parce que là aussi il y a des notions énergétiques. Il y a la question énergétique embarquée aussi dans l'immobilier, puisqu'on doit répondre aujourd'hui à des normes d'environnement qui permettent d'être économe à ce niveau-là, et c'est très important. Donc le bon sens, c'est tout simplement de pouvoir trouver des emplacements adaptés à la vie, à l'utilisation, à l'usage. C'est un bien d'usage, c'est un actif réel, et qui permettent tout simplement de rendre la vie possible, agréable en matière d'emploi et en matière de loisirs et de vie. Et également au bon prix, vous l'avez dit, parce que là aussi on voit que le bas blesse encore un petit peu, Oui. Notamment quand les taux remontent, et on en a eu encore un exemple ces derniers jours avec la guerre au Moyen-Orient. Ça pourrait devenir très compliqué si les taux restaient assez hauts. Oui, alors qu'est-ce qui fait le prix avant que ce soit les taux? Parce que les taux vont permettre d'avoir une capacité d'investissement, et l'augmenter ou la réduire quelque part, c'est l'enveloppe qu'on va pouvoir développer. Mais ce qui concerne effectivement la fixation du prix, c'est avant tout la valeur du foncier, le prix qu'on va payer pour avoir cet emplacement, et ensuite tout ce qui va concerner la construction. Or, c'est vrai qu'avec le Covid et depuis, on a eu des contraintes plus fortes en matière de prix des matériaux qui ont poussé les prix vers le haut. Et là, on se trouve un meilleur équilibre parfois, puisque on constate les municipalités qui ont été draguées, on va le dire, par les promoteurs qui avaient beaucoup d'opérations à lancer. Les prix ont un peu eu tendance à s'envoler. Là, on revient à des choses plus stables et de bon sens. Maintenant, ce qui est plus difficile à maîtriser, c'est le coût des matériaux qui sont liés, et ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, à l'énergie, au coût de l'énergie. Au coût du transport aussi. Alors, du côté de l'investisseur, on voit aujourd'hui beaucoup de CGP, de conseillers en gestion de patrimoine, qui vont ensuite adresser leur clientèle. C'est vrai qu'on était un petit peu orphelin de dispositifs fiscaux. On sait que les Français en sont friands pour baisser bien sûr leur imposition. On a un nouveau dispositif qui vient d'arriver, parce qu'il va durer simplement 2 ans, 3 ans, le dispositif Jeanbrun. Quel est votre avis justement sur ce nouveau dispositif ? Alors pour faire la jointure avec le premier point, là aussi le bon sens, c'est la stabilité. L'immobilier est un actif de long terme, et ce dont nous avons manqué, ce n'est pas des dispositifs successifs, même si on a eu un moment un peu le vertige, parce que Pinel s'arrêtant, on n'avait pas de réponse à ce niveau-là. Mais l'idéal serait effectivement d'avoir un dispositif qui fonctionne dans la durée, qui permette à tous, promoteurs, acteurs de l'immobilier, mais aussi les investisseurs, d'avoir une visibilité sur l'investissement. Donc Jeanbrun présente cet avantage de remettre au cœur du débat et dans le dispositif le statut de bailleur privé qui offre un certain équilibre. Donc c'est une victoire presque idéologique. La crainte de ne plus avoir de dispositif et de revenir à un dispositif qui
puissent s'embarquer dans la durée. Ça, c'est une bonne chose. En revanche, aujourd'hui, même si à l'Anacofi Immobilier, nous avons énormément œuvré auprès des législateurs, des ministères pour trouver ce dispositif, on considère qu'il est bien, mais qu'il mériterait d'être mieux. Oui, ça ne vous satisfait pas tout à fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Notamment, on pense, voilà, pas de possibilité de le louer à ses ascendants ou ses descendants, surtout ses enfants. C'est un peu dommage, ça pourrait être la clé de déblocage. Oui, en fait, on pense que l'immobilier soit d'être incitatif et pas contraint. Et ça, c'est une contrainte. C'est pas forcément l'essentiel et le cœur du marché, mais c'était pas nécessaire, à mon avis, d'ajouter cela au dispositif. Non, là, quand on va parler de ce qui est aujourd'hui pour nous à corriger, à améliorer, notamment dans l'ancien, c'est pour en bénéficier, c'est le pourcentage de travaux qu'il faut réaliser, qui est de 30% par rapport à la valeur. C'est beaucoup. Et ça va dépendre effectivement des villes. Donc ça va plutôt privilégier des villes moyennes parce que le foncier sera moins élevé, donc le pourcentage sera plus vite atteint. Ça, c'est un premier point. Et puis c'est une ambition très forte. On parlait tout à l'heure de performance énergétique des logements, mais aller chercher des lettres A et B, c'est beaucoup. Donc là aussi, peut-être qu'il faudrait être un peu plus raisonnable. Est-ce que vous êtes entendu quand vous allez justement voir les instances, le gouvernement, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Alors oui, nous sommes entendus. De plus en plus. Je pense que, et avec d'autres représentants des professionnels de l'immobilier, nous avons une écoute, puisque nous apportons non seulement des réflexions, mais des solutions. Après, évidemment, c'est le temps du législateur qui va reprendre tout ou partie. Bon, on n'a pas été entendu sur tout, mais on a été entendu de manière globale. D'abord sur la nécessité d'accompagner de manière valable et durable l'investissement immobilier. Vous savez, c'est très clair. On parle d'un immobilier qui est un actif réel, nécessaire, c'est vital. Oui. On regarde aujourd'hui, il y a à peu près 3 millions de dossiers de demandes locatives en souffrance. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Donc il y a un vrai besoin et qui ne pourrait que s'accroître, et malheureusement s'accroître, si on n'avait pas un dispositif, donc c'est une bonne réponse, mais un dispositif encore plus adapté, parce qu'aujourd'hui, on va reprendre ce chiffre également, les candidats à l'allocation, de par toutes les contraintes que cela représente, ça a baissé dans quelques années de 90% dans le neuf et de 40% dans l'existant. Ah oui, donc pour loger des gens qui n'en ont pas les moyens à titre d'investisseurs, au titre de l'investisseur, il faut que ceux qui pourraient le faire soient incités et puissent le faire avec visibilité et des accompagnements adaptés. Oui, et pourtant, on le sait, quand on fait le sondage auprès des conseillers en gestion de patrimoine qui relaient l'information, notamment pour le Jean Brun, le social, le très social, c'est pas tellement apprécié des investisseurs. On craint évidemment les dégradations, on craint des populations à problème, entre guillemets, oui. Et du coup, on n'y va pas. Comment on fait pour résoudre Alors, il ne faut pas stigmatiser, mais c'est vrai que, encore une fois, on parle d'un investissement, d'un actif réel, et tout le monde a un peu sa vision de l'immobilier. C'est comme l'équipe de France, on est autant de sélectionneurs qu'il y a de Français. Je veux dire par là que ça peut faire peur, ça peut inquiéter. Donc je pense que si on veut aller dans ce sens, parce qu'il y a des besoins, il faut être encore plus incitatif, plus rassurant, plus stabilisant pour l'investisseur, et ne peut faire que du social. Le logement intermédiaire est une bonne réponse. Et puis sur l'existant, peut-être trouver des solutions, parce qu'il y a des cœurs de ville qui restent à revitaliser et à améliorer en matière de qualité et d'offres locatives. Yann Gagné, on termine avec l'Anacofi Immo. Là aussi, il faut préparer le terrain, évidemment. Aujourd'hui, comment on fait, comment ça se passe dans cette association Anacofi Immo? Alors l'Anacofi Immo est une association qui n'est pas une obligation en matière d'adhésion pour les membres de l'Anacofi, comme ça serait le cas pour les CIF ou ceux qui font du courtage. On n'est pas obligatoire, mais on est indispensable, je pense, à la profession, parce que tous les professionnels ont besoin d'être représentés, d'être formés. C'est un gros volet de notre activité, la formation réglementaire, de bénéficier de veille, de bénéficier également d'une représentation auprès du régulateur, du législateur, et puis tout simplement de faire évoluer ce métier qui est pour le bien sûr des professionnels de l'immobilier, pour la qualité de leurs conseils, de leur approche en matière de clientèle. C'est important également parce qu'on l'a vu, il y a un besoin social et sociétal, et c'est important également pour les clients, parce que c'est eux en fait les vrais acteurs de cet investissement, pour qu'ils puissent le faire de manière rassurée et assurée. L'immobilier, ce n'est pas juste une ligne sur un tableau Excel. L'immobilier, c'est un actif réel qui doit répondre à de vraies qualités, de bon sens. Et ben voilà, le retour du bon sens dans l'immobilier, ça fait du bien. Merci Yann Gagné. Je rappelle que vous êtes président de l'Anacofi Immo. À très bientôt sur Smart Immo. Merci beaucoup Fabrice.
Dans Smart Imo spécial Anacofi depuis le pavillon d'Armenonville, on va s'intéresser au nouveau dispositif Jean Brun. Fait-il le poids face au statut loueur meublé non professionnel? Pour en discuter, on est ravi d'accueillir une experte. Bonjour Emmanuelle Poude-Saint-Germain. Bonjour. Emmanuelle, vous êtes avocate chez Rivière Associés, avocat et associé, et spécialiste du droit immobilier et fiscal. Alors c'est vrai qu'il y a eu une bataille assez homérique pour sortir ce dispositif qui n'est pas gravé dans le marbre, puisqu'il va durer simplement 3 ans, le Jean Brun. Quel est votre avis justement, avant de décrire dans le détail ce dispositif? Est-ce que c'était nécessaire, après la fin du Pinel, d'avoir un nouveau dispositif? Alors, oui, alors tout d'abord c'était nécessaire par rapport à la fin du Pinel, mais c'était déjà une demande qui était faite par les acteurs de l'immobilier pour reconnaître un statut d'acteur économique aux bailleurs privés ou de location nue. Oui. Donc c'est deux éléments qui ont fait émerger ce statut qui est aujourd'hui applicable. Donc c'était nécessaire parce qu'aujourd'hui le Pinel neuf s'étant achevé au 31 décembre 2025, on était obligé de 2024, pardon. 2024, il y a eu une année blanche. Exactement, il y a une année blanche. Il était nécessaire pour notamment la promotion et les acteurs immobiliers qui construisent des logements de trouver un autre dispositif. Et oui, parce qu'on a vu effectivement que les investisseurs avaient complètement déserté. Oui. On a vu qu'il y avait évidemment les résidences principales qui revenaient de la vente en bloc de la part des promoteurs, mais qui manquait quand même du monde à l'appel. Oui. Alors, est-ce que ça va être une bouée de sauvetage, ce Jean Brun? Comment il fonctionne déjà? Est-ce que c'est calé sur le Pinel? Quelles sont les différences? Alors, c'est pas le même dispositif que le Pinel, puisque là, on n'est plus sur une réduction d'impôt, mais sur une réduction d'assiette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dispositif, ça vient diminuer par le biais d'un amortissement les revenus fonciers, puisque quand on est en location nue, on est en revenu foncier positif, donc on vient diminuer via un amortissement les revenus fonciers positifs, ce qui impacte qui a un fort impact selon le taux marginal d'imposition et selon qu'on on a des revenus fonciers positifs, puisque eux-mêmes sont également imposés aux prélèvements sociaux de 17,2%. Donc ça vient augmenter d'autant l'impact sur une réduction d'assiette. On n'est pas sur un mécanisme qui est aussi simple que les réductions d'impôts, puisque ça suppose de maîtriser les mécanismes, enfin en tout cas d'avoir une bonne compréhension des mécanismes fiscaux et des taux marginaux d'imposition du client investisseur. Donc c'est pas aussi ou d'être bien accompagné, puisqu'on est au cœur des CGP. Et je pense que c'est un dispositif dont devraient se saisir les conseils en gestion de patrimoine, puisque c'est justement la gestion de patrimoine, moi à mon sens, va revenir en force, puisqu'on est sur un mécanisme qui est comme le déficit foncier, mais qui est un amortissement virtuel. Donc, qui de mieux que les conseils en gestion de patrimoine pourront le présenter? On ne peut plus vendre ça comme un produit lambda, c'est un produit patrimonial. Donc, produit patrimonial, on comprend en creux que c'est un petit peu plus complexe avec ce phénomène d'amortissement. Ça va peut-être faire fuir certaines personnes, mais il va falloir s'y pencher, peut-être être assisté évidemment. Est-ce qu'il va suffisamment loin? Est-ce qu'il est accessible à tous ou est-ce qu'il est réservé finalement à ceux qui sont le plus fiscalisés aujourd'hui? Alors c'est vrai que si on n'a pas un taux marginal d'imposition élevé, ça n'a pas de sens d'aller investir dans un dispositif Jean Brun. Ça ne veut pas dire qu'on peut être dans des taux marginaux d'imposition à 30%, ça a du sens. Mais comme, si vous voulez, l'amortissement qui est pratiqué, par exemple, vu que la limite c'est 8 000 euros, vous faites 8 000 euros fois le taux marginal d'imposition. Donc c'est ça votre économie d'impôt. Donc si vous avez une tranche très basse, c'est pas efficient et ça ne sera pas possible pour un client d'aller là-dessus. Je vous donne les autres critiques qui sont faites. On voit aussi que, par exemple, on ne peut pas y loger ni ses ascendants ni ses descendants. Oui, ça c'est une vraie critique du dispositif, parce que l'autre, c'est pas évident non plus d'aller investir aujourd'hui si on n'a pas les revenus qui vont avec aussi. Donc c'est pas. Mais par contre, c'est vrai que la location ascendant-descendant qui était dans le dispositif Pinel, elle était possible, mais elle ne l'est plus aujourd'hui. Donc c'est un vrai frein à l'investissement de ce type de projet. Ce dispositif Jean Brun, il est plutôt fait pour le neuf ou pour l'ancien? Alors, au départ, il a été pensé pour être aussi bien pour l'ancien que pour le neuf. Et c'était une volonté d'ailleurs de Valérie Létard qui a soutenu l'ancien parce qu'on a besoin de produire des logements, mais aussi la réhabilitation, la transformation. C'est un enjeu, c'est un enjeu public et on le voit en termes d'urbanisme et autres. C'est comme ça qu'il faut aussi construire la ville, ou en tout cas produire des logements de qualité. Donc on a vraiment ce besoin-là, mais aujourd'hui, clairement dans l'application qui en était faite, en tout cas les derniers textes qui sont sortis, c'est inapplicable pour l'ancien.
On Alors, explique, c'est- c'est alors, parce qu'il faut rénover tellement, enfin il faut Alors, atteindre il y a des déjà un lettres. pourcentage, un pourcentage de travaux, mais ça, à la limite, c'est 30% du prix de revient qui est constitutif de travaux. Mais ça, c'est pas un réel frein parce qu'on le voit dans le de Normandie, on a 25% de travaux nécessaires et on y arrive très bien. Donc, je pense que quand on est sur Oui. une restauration complète, et si on veut vraiment aller sur des projets de restauration complète de bâtis existants, il faut aller vers là. Donc, je pense que c'est pas un vrai frein. Le vrai frein, c'est l'étiquette. Parce qu'arriver en une étiquette A, B, ce qui est la contrainte aujourd'hui du texte, est quasiment infaisable techniquement, ou alors qui engendre des surcoûts tels que on n'arrivera pas à sortir un projet de cette nature-là, parce que parallèlement, on a des contraintes, alors on n'en a pas parlé, mais comme le Pinel, Oui. de loyer, de plafond de loyer et de ressources des locataires, donc une contrainte de rentabilité qui fait qu'on ne peut pas mettre 1000 euros de plus au mètre carré pour avoir une étiquette A ou B. Voilà, donc effectivement, il y a quand même plusieurs obstacles ou plusieurs critiques encore. Alors, le texte vient de sortir, donc il y a peut-être aussi des améliorations à attendre. Donc, il y a certaines personnes qui se disent, mais finalement, face à ce dispositif Jeanbrun, est-ce que le LMNP, la location meublée non professionnelle, ne tient pas la corde ou n'est pas plus intéressante aujourd'hui? À court terme, le régime loueur meublé non professionnel a une meilleure rentabilité et plus performant. Après, ça dépend des objectifs qu'on a quand on investit. Sur le loueur meublé non professionnel, vous avez quand même des biens qui peuvent se dégrader un peu plus parce qu'il y a quand même des locataires qui sont un peu plus, qui sont là Ça sur des tourne durées beaucoup plus plus souvent, courtes. Voilà. Il y a quand même l'investissement dans le mobilier. Enfin, il y a quand même des contraintes même de gestion qu'on ne va pas retrouver dans le dispositif Jeanbrun. Et à long terme, sur 20 ans, finalement, le Jeanbrun récupère beaucoup d'avantages par rapport au loueur meublé non professionnel. Donc ça dépend vraiment des objectifs. C'est là où le travail des conseils en gestion de patrimoine est important. Parce que ce que n'a pas le loueur meublé non professionnel, s'il est plus performant, en tout cas même le début, c'est en revanche, il n'a pas l'imputation sur le revenu global dont on bénéficie avec le Jeanbrun. Parce que si vous voulez, en Jeanbrun, vous bénéficiez d'un déficit foncier. Ce déficit foncier va s'imputer sur le revenu global à hauteur de 10 700 €. Donc vous allez avoir une défiscalisation sur d'autres revenus que vos revenus fonciers, potentiellement. Sauf si vous effacez complètement vos revenus fonciers et que vous n'avez pas d'autres déficits. Mais en revanche, en loueur meublé non professionnel, l'amortissement, le déficit pratiqué par l'amortissement, lui, il va rester dans la catégorie des BIC. Donc il ne va pas créer d'impact sur le revenu global du contribuable. Donc, et en plus, il sera, si on revend, il sera réintégré. Oui, alors on a la même chose. On s'est aligné puisqu'il y aura une réintégration des amortissements aussi dans le Jeanbrun. Donc il n'y a pas c'est pas sur ça, c'est plus sur le mode de gestion, et sur peut-être l'imputation sur le revenu global qu'on peut avoir une analyse différente entre les deux dispositifs. C'est très clair. En tout cas, voilà, si vous vous lancez dans des projets, soit Jeanbrun, soit la MNP, le mieux c'est quand même d'en parler à son professionnel, conseiller en gestion de patrimoine ou avocat, pour voir quelle est la meilleure solution selon son profil, bien évidemment. Merci Emmanuel Pousse-Saint-Germain. Je rappelle que vous êtes avocate chez Rivière Avocats et Associés, et à très bientôt dans Smart Imo. Merci à vous. Dans Smart Imo spécial Anacofi, on va s'intéresser au parc d'activités. Ça tombe bien, on est en compagnie d'un expert, Louis Serras Pereira. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de Spirit REM Service. Tiens, première question, Spirit REM, c'est quoi exactement? Alors, Spirit REM Service, c'est la société de gestion du groupe Spirit, Oui. donc un groupe promoteur familial qui a 3 métiers principaux, donc de la promotion résidentielle, la promotion tertiaire, dont les parcs et locaux d'activité, et la société de gestion qui au départ gérait la foncière du groupe, mais aujourd'hui gère des fonds pour compte de tiers, notamment la SCPI Esprit Horizon. Très bien, bon, on va y revenir dans un instant, mais tout d'abord, voilà, on se pose cette question, parc d'activité. Alors ça n'a rien à voir avec un parc d'activité de loisirs, Parc d'activité, c'est quoi exactement? Alors exactement, ce n'est pas des toboggans et des manèges. Un parc d'activité, c'est une pépinière d'entreprise, un village d'entreprise en périphérie des grandes villes ou des villes moyennes, première, deuxième couronne, où on va trouver 5 ou 6 cellules, donc un ensemble immobilier, on va pouvoir loger des activités diverses et variées, donc des entreprises, des PME, des PMI, des grands groupes, qui vont pouvoir exercer leur activité industrielle, stockage, robotique, laboratoire, enfin
toute multitude d'activités et développer le tissu économique local. D'accord, donc ce sont voilà, ces petites zones industrielles, enfin plus industrielles que commerciales d'ailleurs, qu'on voit en périphérie des villes. L'avantage, c'est que c'est déjà très connecté, très bien connecté, et on voit souvent des boîtes, il n'y a pas forcément de nom d'ailleurs, ce n'est pas des enseignes commerciales, mais c'est vrai que c'est très rempli. C'est tout à fait, il y a une forte demande, parce que forcément les entreprises doivent exercer leur activité quelque part, donc on leur met à disposition des locaux, donc de qualité, avec des normes environnementales intéressantes et dernier cri, et du coup leur permet de leur donner l'outil de travail pour pouvoir développer leur métier, leur activité. Effectivement, ce ne sont pas des zones commerciales, il n'y a pas forcément des enseignes connues, mais c'est quand même des entreprises qui développent l'économie locale, des collectivités, et du coup, il y a une forte attraction entre la ville et l'activité, donc il y a forcément une proximité, donc forcément avec des axes et d'accessibilité autoroutière très forts, et donc du coup la possibilité de pouvoir exercer ces activités de façon facile. Alors vous avez cité quelques activités, quel business justement on va trouver? Alors aujourd'hui, nous, à Spirit Drum Service, nous avons 80 parcs sous gestion, ce qui représente à peu près 465 millions d'euros en AUM. Et les activités, il y a toute multitude d'entreprises. Donc on a un braseur parisien qui a des cubes en inox dans un de nos parcs d'activités. On a un centre de formation de Nissan. Oui. On a un laboratoire. On a Carl Zeiss, par exemple, qui a son laboratoire salle blanche dans un de nos parcs d'activités. On a du stockage. On a du FH Rail, par exemple. Et par exemple, pour Esprit Horizon, la SCPI, on a acheté le premier actif à Tourcoing, 100% le AGRDF, un gros nom de l'énergie française. Exactement. Alors justement, vous nous parlez de SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. D'un mot, finalement, vous collectez l'argent des souscripteurs, des investisseurs, et ensuite vous allez les placer justement dans ces parcs d'activités. Il faut les acheter. Alors on les achète en bloc ou par cellule, comme vous nous avez dit? Alors, tout est possible. Tout dépend de la collecte qu'on va faire. Nous, on vise des parcs d'activité parce que la rentabilité est intéressante et c'est surtout que ça permet d'avoir une gestion globale du parc. Les 5-6 cellules, comme je vous disais tout à l'heure, la pépinière d'entreprise, ça permet de la gérer d'une façon globale, donc plus intéressante en termes d'économie, en termes d'environnement. Mais il peut y arriver d'acheter des locaux. Oui. Indépendants qui sont soit dans les parcs, soit ailleurs pour développer une certaine activité qui peut être par exemple du stockage du dernier kilomètre, donc de la petite logistique. Donc voilà, on peut faire des choses aussi vraiment très ponctuelles et très smart picking. Alors justement, on reste dans le domaine de la finance. Ces types d'actifs, ils coûtent combien vos investissements, c'est quoi? Alors, c'est une des grandes forces aussi de cette classe d'actifs, c'est qu'il y a une grande granularité. Un parc d'activité en général, c'est entre 2,2 et 5 millions d'euros, grosso modo. Donc c'est des actifs qui sont plutôt liquides, parce que nous on parle dans l'immobilier, donc facilement accessible. Ça s'achète, ça se vend. Ça se vend, voilà. Il y a une très forte demande, aussi bien des utilisateurs que des locataires, donc du coup très peu de vacances locatives. C'est l'outil de travail, donc très peu de problématiques de recouvrement. Et donc c'est une classe d'actifs qui est très granulaire et ce qui permet de pouvoir avoir une grande diversité d'actifs partout en France, de façon régionale, parce que ça nous permet, avec un peu de collecte, de pouvoir la faire correspondre aux besoins qu'on peut avoir pour loger des activités d'entreprise. Bien sûr. Alors vous l'avez dit, vous avez créé une SCPI, la SCPI, Spirit Horizon. Pour ceux qui veulent investir, ça veut dire qu'ils vont être propriétaires d'une petite part de l'ensemble de ces actifs, c'est bien ça? Exactement, c'est le but du jeu d'une SCPI, c'est-à-dire que les porteurs de parts ou les associés de la SCPI possèdent, à hauteur de leur montant qu'ils ont investi, des parts de la SCPI. Donc du coup, ils possèdent, si on veut faire schématiquement un exemple, on va dire très factuel, ils peuvent pas avoir un peu du portail, un peu d'une fenêtre, un peu du sol. En fait, ils ont une partie de leur bien qu'ils voient au jour le jour quand ils passent avec leur voiture. Mais c'est ça qui est intéressant dans ces produits, c'est que c'est des produits où on investit sur une classe d'actifs qui est tangible, qu'on voit, qui est réelle. Vous investissez sur quelque chose que si vous-même, vous n'auriez pas pu avoir la possibilité d'y accéder. Alors, acheter un parc d'activité pour un particulier, c'est pratiquement mission impossible. Sortir 2 millions d'euros de sa poche, c'est faisable pour certains. Et en plus, on va avoir un seul actif. Et là, vous en avez un seul actif. Voilà. Donc, du coup, ça vous permet, par exemple, dans le cas d'Esprit Horizon, pour 250 € la part, avoir une partie du gâteau.
250 €, c'est le montant minimum, c'est ça, pour investir? Alors c'est 2 parts, c'est 500 le minimum, mais la part c'est 250. Et quel est le rendement qu'on peut attendre sur ce type de placement? Alors le rendement cible de la SCPI Esprit Horizon est de 6%. Donc sur une détention de 8 ans. Alors les performances passées ne préjugent pas des performances futures bien sûr, mais c'est quelque chose qu'on peut nous constater dans nos parcs d'activités existants, donc dans les autres fonds institutionnels qu'on gère. Donner du 6% sur cette cible-là, sur cet actif-là, ces actifs-là, ça nous semble très cohérent et très plausible dans le futur. Ouais, c'est plutôt pas mal, même si effectivement il y a aussi des frais à l'entrée, mais en général c'est quelque chose qu'on garde dans le temps, un peu comme l'immobilier, comme la pierre. Là on va garder ses parts de SCPI sur une très longue durée et ça peut mettre un complément de revenu pour la retraite. Alors effectivement, le but du jeu, c'était d'avoir un investissement long terme. Et précisément, c'est un produit qui est distribuant, donc ça permet de préparer à la retraite et en plus de ça, en attendant, toucher des loyers petit à petit tous les 3 mois ou tous les mois comme l'Esprit Horizon. Et ce qui est intéressant, vous avez parlé aussi des frais. L'Esprit Horizon a des frais réduits, donc à 5% hors taxe, 6% en TTC pour le particulier, pour le grand public. Et du coup, ça donne accès à de l'immobilier tertiaire à moindre coût, avec une possibilité de le garder pendant une vingtaine, trentaine d'années, ce qui est à peu près la duration d'une SCPI de détention pour un particulier. Je reviens justement à la partie IMO. On a fait un petit détour par la finance, mais ça avait le coup d'expliquer le mécanisme pour ceux qui souhaitent investir. Ces parcs d'activité, c'est vrai qu'ils sont souvent à la périphérie. Ils participent aussi du dynamisme, sinon directement des villes, de la commune. Ces zones d'aménagement, on les voit, c'est très important aussi pour nourrir le tissu, comme vous disiez, industriel. Alors ça, c'est une bonne remarque. Aujourd'hui, nous sommes très proches des collectivités locales. Pourquoi? Parce que pour répondre à leurs besoins, de développer de l'activité pour développer leur tissu économique local, donc ils ont besoin qu'il y ait des zones exprès pour ça, donc des entreprises qui s'installent et développent le tissu économique local, et il faut répondre à leurs besoins. Donc on est très proche aussi en termes de normes environnementales, en termes de visuel, en termes de signature architecturale, donc on se rapproche au plus du besoin de la collectivité. Par exemple, certaines, comme on est très proche des centres-villes, on est en périphérie, première couronne, deuxième couronne, la ville petit à petit nous rattrape. Donc parfois, les parcs d'activité ressemblent plus à des habitations, avec derrière la zone d'activité, mais la façade et le frontal est plutôt du résidentiel. Ça ressemble à du résidentiel ou du bureau ou de l'entrepôt, selon les besoins de la collectivité. Il est possible qu'il y ait une certaine réversibilité, par exemple qu'il y ait un actif qui fasse quelque chose aujourd'hui et demain un labo qui soit transformé peut-être, comme vous disiez, sinon en habitation, en notre petite. Et ça, c'est la grande force d'un parc d'activité. Une cellule, juste pour vous dire, c'est à peu près 1000 m². Dans 80% sont de zones d'activité, c'est-à-dire complètement libre, c'est-à-dire ultra flexible et réversible. C'est-à-dire que c'est une zone où on peut adapter une chaîne de montage, on peut mettre du stockage, on peut mettre des racks, et une zone de bureau qui nous permet de pouvoir gérer l'activité, gérer l'administration de l'entreprise. Et du coup, c'est extrêmement flexible, extrêmement réversible et donc du coup résilient. Voilà, vous ne verrez plus les zones d'activité de la même façon. On en sait un petit peu plus en tout cas sur ces parcs d'activité. Merci Luis Heras-Pereira. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Spirit Rem Service et à bientôt dans Smart Imo. Merci beaucoup et à bientôt.